Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube Mister Gestion, l'hebdo de la finance. Une vidéo qui aujourd'hui vous est dédiée par rapport aux capitaux propres. Le sujet du jour, les capitaux propres, les bénéfices et les dividendes et le lien entre les trois. Bonne vidéo. Pour rappel, les capitaux propres, c'est un élément qui vient du bilan que je vous remets ici. Colonne actif, colonne passif. Les actifs, ce sont ceux qui ont une valeur positive dans le patrimoine. Les passifs, ce sont plutôt les dettes. Et les capitaux propres sont des éléments qui constituent une forme de dette, mais une dette spécifique. Pas une dette externe, comme vis-à-vis des fournisseurs ou les emprunts, mais une dette vis-à-vis du propriétaire, les associés. Pourquoi c'est mis au passif? Eh bien, le jour où les associés veulent quitter, se désengager de la société, il faut leur rembourser leur part, avec plus ou moins value suivant que la société ait pris de la valeur ou pas. Là-dedans, dans les capitaux propres, il y a plusieurs choses. Le capital, que vous connaissez généralement, ce sont les apports des associés, souvent à la création, mais également souvent en cours de vie à travers des augmentations de capital. Il n'y a pas de minimum légal, enfin c'est 1 euro dans les SAS et SARL, mais c'est 37 000 euros dans les SA, les sociétés anonymes. Vous connaissez également la dernière ligne, le résultat de l'exercice, c'est le bénéfice de l'année, produit moins charge. Mais vous connaissez souvent bien moins bien les notions de réserve et de report à nouveau. Et pourtant, elles sont absolument fondamentales pour l'analyse financière, que ce soit de votre société ou de celle d'un prestataire, d'un partenaire. Et ça a des répercussions directes lors d'un événement dans l'année, l'AGO, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Ce n'est quasiment que lors de cet événement-là que les capitaux propres vont évoluer. Parlons désormais de cette fameuse affectation du résultat. Cette affectation du résultat, du coup, elle est réalisée lors de l'AGO. L'AGO, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Elle est obligatoire pour toutes les sociétés, au moins une fois par an. Elle a une date limite fixée à 6 mois après la clôture. Donc ça signifie que si vous clôturez au 31 décembre de l'année N, vous avez jusqu'à 30 juin N+1 pour la réaliser. On y fait deux choses. Approuver les comptes, dire qu'on est d'accord avec les comptes annuels qui nous sont présentés, bilan et compte de résultat. Et on doit affecter le résultat. Que fait-on du bénéfice de l'année? À partir de ce postulat-là, on fait un bénéfice. La situation des pertes, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et bien là, on a le droit à une affectation entre trois possibilités. La première chose qui vient vite en tête quand on gagne de l'argent, c'est de le reverser. Juridiquement, le bénéfice, philosophiquement et juridiquement, il appartient aux associés. Souvent on me dit, ouais mais il pourrait très bien le reverser aux salariés. Ça c'est déjà déduit. Ça s'appelle la participation, l'intéressement ou n'importe quelle prime collective. Ça c'est déjà une charge. C'est déjà un bénéfice net de ces primes-là. Donc il reste juste le bénéfice net de l'exercice. Et donc les associés peuvent très bien demander à avoir une partie. Ça s'appelle les dividendes. Mais les associés peuvent également se dire, oui, mais notre société a encore besoin de se développer. Il faudrait qu'elle réinvestisse et elle emprunte à ses limites. Ça s'appelle les réserves. Ce sont des sommes qui vont donc rester dans la société. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les réserves, quand on le lit dans le bilan, ce n'est absolument pas une somme d'argent qui dort dans la boîte. La seule somme d'argent qui dort dans la boîte, elle est à l'actif, ce sont les disponibilités, les comptes bancaires. Par contre, derrière le mot réserve, qui est un mot trompeur, il faut plutôt voir une dette vis-à-vis de l'associé. L'associé qui a accepté de ne pas prendre de dividendes sur cette partie-là de bénéfice et qui laisse le bénéfice dans le compte bancaire de la société. Et donc, il faut le vivre comme un passif, une dette, sachant que l'associé peut très bien réclamer en assemblée générale plus tard à ce que lui soient versées les réserves. Ça s'appelle des dividendes exceptionnels. Est-ce que j'ai le droit de tout prendre en dividendes?
Juridiquement, oui, enfin pas tout à fait, dans les faits. Dans les sociétés commerciales, il y a une obligation de réaliser ce qu'on appelle une réserve légale. Une réserve légale, c'est une réserve qui m'est imposée par la loi et qui est égale à 5 du bénéfice annuel. Donc tous les ans, l'associé met 5 les associés mettent 5 du bénéfice en réserve, la réserve légale, jusqu'à atteindre 10 du capital. Mais souvent, ce capital n'est pas toujours élevé. Moi, je suis formateur à mon compte, j'ai un tout petit capital puisque je suis prestataire, et 10 du capital, ils sont très vite arrivés. Ça équivaut pour moi à quelques centaines d'euros. Voilà pour la réserve légale. Mais les associés, au-delà de la réserve légale, peuvent très bien faire des réserves pour les montants qu'ils souhaitent. Ça s'appelle les autres réserves. Et là, il n'y a pas de limite. De manière générale, on va considérer que plus une société a des réserves, et mieux c'est. Plus elle est riche, plus elle a de la valeur. La question pour l'associé va être, est-ce que je veux de l'argent tout de suite, les dividendes, ou plus tard, voire à la revente? Et là, ça signifiera prendre moins de dividendes et laisser la société grossir. Il y a une troisième solution, c'est le report à nouveau, le RAN. Le report à nouveau, c'est une décision qui a pour objectif de se dire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de ce bénéfice, on verra l'an prochain, lors de la géo future. Donc ça équivaut à des réserves, pour le moment. La différence par rapport à une réserve, c'est que dans un an, on se reposera la question. Dividende ou réserve de ce report à nouveau. Voilà pour en tout cas les grands principes. Prenons un exemple. Il n'y a que ça devrait un exemple pour bien comprendre. Il s'agit ici d'une SARL, mais ça serait une SAS que ce serait la même chose, les mêmes règles. Elle clôture au 31 décembre N et on vous donne son bilan, en tout cas son passif, ses capitaux propres. On voit bien qu'elle a 100 000 euros de capital et on voit qu'elle a fait en dernière ligne un résultat de l'exercice qui est de 14 000 euros. Il y a un signe plus, c'est donc un bénéfice. Montant à répartir, c'est donc ce résultat de l'exercice, 14 000, mais pas que. Qu'est-ce qui va devoir se décider pendant la géo? L'affectation du report à nouveau, s'il en existe un. Je vous l'ai dit, un report à nouveau, la décision est reportée à la fois d'après. On y est justement à la fois d'après, puisque ça apparaît au bilan. Donc la décision de répartition va concerner 15 000 euros. 15 000 euros à se partager. Et là, les associés ont décidé que ça serait en deux parties. Des dividendes, 7 000 euros, et des réserves, mettre ça en autre réserve pour 6 500 euros. S'il y a un solde, c'est à mettre en report à nouveau également. Alors voyons ce que ça donne. Au niveau du procès verbal d'AGO. Je ne l'ai pas dit, mais ça a lieu le 20 juin, N+1, l'AGO. Donc on est dans les temps, le max étant au 30 juin. On sait qu'on a 15 000 euros à répartir, mais on sait aussi que la loi stipule qu'il faut d'abord que j'en mette en réserve légale. Et la réserve légale, c'est 5% du bénéfice tous les ans jusqu'à atteindre 10% du capital. D'ailleurs, est-ce qu'on y est au 10% du capital? Eh ben, on n'y est pas. Réserve légale, 3 500, 10% du capital, 100 000 fois 10%, ça ferait 10 000. On n'y est pas. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à mettre dans la réserve légale. Le bénéfice ici, cette année, c'est 14 000. 14 000 par 5%, 700. Bon, bah, il reste de l'argent. On est obligé de mettre 700 euros en réserve légale. 14 300 reste à affecter. Et là, il n'y a plus qu'à prendre le procès verbal d'AGO. 7 000 euros en dividendes et en autres réserves, puisqu'ils ont décidé de faire des réserves au-delà de leur minimum légal, 6 500. Bon, un moite-moite, ça paraît intéressant. Mais il reste encore un peu d'argent, puisque 7 000 et 6 500, ça fait 13 500, ça fait pas 14 300. Et on me disait que le solde, d'ici 800 euros, ça irait en RAN créditeur, donc en report à nouveau. Ça, c'est un procès verbal. C'est généralement fait par le cabinet d'expertise comptable ou le service juridique ou un cabinet d'avocats. Que deviendrait dès lors mon bilan, mes capitaux propres? Eh bien, la réserve légale serait augmentée. Elle passerait de 3 500 à 4 200, puisque dans le PV, on l'augmenterait de 700 euros. On verrait également que la ligne autre réserve augmenterait, elle passerait de 500 euros à 7 000 euros, puisqu'on y adjoint 6 500
dans le cadre de cette affectation. Voilà. On perçoit quand même que les capitaux propres fondent un peu et passent de 119 000 à 112 000 euros. Ça baisse tout simplement de 7 000 euros. Ces 7 000 euros-là, c'est les dividendes. Les capitaux propres baissent à hauteur de ce que tu verses en dividendes. Ils augmentent d'abord d'un coup au 31 décembre si c'est ta clôture pour constater le résultat, et ils baissent lors de l'AG si tu décides de verser des dividendes. Et ils resteraient stables s'il y a 0 dividende et que tout partirait en réserve ou en report à nouveau. Voilà, c'est ce que je vous mettais ici. Voilà pour ce petit exemple. Reprenons un exemple histoire de voir l'impact sur les capitaux propres et comment valoriser une société. La valorisation, c'est important. Notamment, le plus simple là, c'est d'avoir la valeur dite patrimoniale. Combien vaut la société? On pourrait se dire déjà, elle vaut son actif. Oui, c'est pas faux. Elle vaut son actif, ses IMO, son équipement, ses stocks, ses créances et même ses disponibilités, ce qu'elle a en banque. Ça fait 235 000 euros. Effectivement, ça participe de sa valeur. Mais il y a également les dettes. Ne prendre que l'actif, c'est oublier que je dois payer mes dettes, mes emprunts auprès des banques, mes dettes fournisseurs, etc. Donc 116 000 euros de dettes. Donc une des façons simples de valoriser un patrimoine, c'est de faire 235 000 moins 116 000 euros. Ça fait 119 000 euros de valeur patrimoniale. La valeur patrimoniale, c'est qu'est-ce que vaudrait la société si je la vendais en pièces détachées. Je vends les IMO, les stocks, je rembourse les dettes. Combien me resterait à la fin? Il m'en resterait en banque 119 000 euros. On voit très bien ici la deuxième méthode qui me permet de le valoriser, les capitaux propres. Comme le total actif égale total passif, j'ai pris tout l'actif moins les dettes, je retombe également sur les capitaux propres, ce qui fait 119 000 euros. Dans les faits, une société vaut bien plus que ses capitaux propres la plupart du temps. On prend en compte les plus-values latentes sur les immobilisations, notamment les terrains et constructions, afin d'utiliser leur vraie valeur d'aujourd'hui, alors qu'en compta, on utilise la valeur d'acquisition à la date à laquelle on les a achetés. Ça peut faire de grandes différences si on a acheté les immeubles il y a 20 ou 30 ans. Et Dezio, dans la valorisation, on va tenir compte également de la queue de cerise, le potentiel de croissance prévisionnelle, suivant le secteur où on se situe. Et ça, c'est assez complexe à analyser, à valoriser. On appelle ça le goodwill. Ça porte bien son nom, le goodwill, les perspectives futures. Donc, la valeur patrimoniale d'une société, suivant cette méthodologie-là, ça serait les capitaux propres ajustés plus le goodwill. Voilà pour les problématiques de... on va passer maintenant à la partie sur les dividendes. Comment c'est taxé ça? Comment c'est vu d'un point de vue extérieur par la population en général? Déjà, la fiscalité sur les dividendes a été modifiée lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et depuis cette période-là, en 2018, du coup, les dividendes sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax, un taux de 30% qui mélange de l'impôt sur le revenu à 12,8% et des prélèvements sociaux, essentiellement de la CSG, à 17,2%. Les deux, 17,2 et 12,8, faisons 30%. Par contre, si ce sont des dividendes versés à des personnes morales, comme des sociétés, eh bien là, l'histoire n'est pas la même. Puisque ces sociétés-là, la plupart du temps, en tout cas si elles possèdent plus de 5% du capital de la société dans laquelle elles ont des parts, elles vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le régime mère et filiale. Et avec ce régime mère et filiale, il y a un gros avantage. Vous êtes exonéré d'IS, d'impôt sur les sociétés, jusqu'à 95%. C'est pas jusqu'à, c'est à hauteur de 95%. En gros, il reste que 5% d'imposable. Là où moi, personne physique, j'obtiens 100, en fait, j'en reçois que 70. On aura retiré à la source 30% de flat tax. Moi, si je suis une société, je vais bel et bien recevoir les 100 et je ne vais payer des impôts non pas sur la base de 100, mais que sur la base des 5. L'impôt sur les sociétés, c'est 25%. Je ne vais payer en IS que 25% des 5. 95% étant exonéré. C'est quand même une belle affaire. Par contre, moi, si j'ai des parts dans cette société mère,
qui peut notamment être ce qu'on appelle une holding. Une holding, c'est une société qui possède des parts dans une autre société. Si cette holding-là me verse des dividendes, là, par contre, moi, à titre personnel, je paierai la flat tax. Alors, la question de la taxation des dividendes est vraiment entière. Si c'est un simple placement à titre personnel, je suis soumis à la flat tax. 30%, est-ce que c'est juste, est-ce que ça ne l'est pas? Bon, ma foi, à titre personnel, quand on touche des traitements et salaires, des rémunérations classiques, il y a la tranche à 11%, et au-delà de 27 000, 28 000 euros de revenus par foyer fiscal, on est tout taxé à 30%. Eh bien, si c'est 30% également pour les dividendes, ma foi, ça peut paraître logique. Mais mettez-vous maintenant dans un autre environnement. Vous êtes dirigeant de société et vous êtes associé majoritaire, c'est peut-être même à 100%. C'est une TPE, une micro-entreprise, vous êtes à la fois dirigeant et seul associé, ou associé ultra majoritaire. Et bien dans ce cas-là, votre raisonnement ne va pas être le même, car vous avez deux manières de vous rémunérer. Il y a une part de gâteau, vous avez votre chiffre d'affaires et votre charge, vos charges, les achats, etc. Mais vous avez également la possibilité de vous rémunérer ou de réduire cette rémunération-là et plutôt de vous rémunérer en dividendes. C'est l'un ou l'autre ou un mix des deux. Donc soit je me prends une rémunération et ou, donc qui sera soumis à cotisation sociale, elle, et ou je me prends des dividendes. Si j'estime que j'ai déjà pris des rémunérations pour un niveau déjà intéressant, je peux très bien me dire, j'ai peut-être pas besoin de cotiser à la retraite pour tout ça, et prendre une rémunération plus limitée, et comme ça il restera du bénéfice, et je vais prendre des dividendes sur ce bénéfice-là, quitte à ne payer que la flat tax. Peut-être que ce sera intéressant pour moi. Là, le raisonnement, vous allez voir, je vais faire le choix dans mon exemple des dividendes, l'imposition qui apparaît à 30% sur les dividendes, et vous allez voir, ça fait pas vraiment 30%. Si j'ai 100 en bénéfice dans ma société, qui me reste, parce que j'ai pas tout voulu prendre en rémunération en tant que dirigeant, je me suis dit, il va me rester ça. Mais je vais payer l'IS à 25%. Il existe d'ailleurs un taux réduit pour les PME à 15%. Je l'ai pas pris pour exemple ici. J'ai pris une société classique qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc un IS à 25%, ça fait 25, il me reste plus que 75. Donc si je veux prendre des dividendes en totalité, c'est uniquement sur ce qui reste, donc les 75. Et c'est sur ces 75-là que l'État va me prélever 30% de flat tax. Un mélange d'impôt sur le revenu et de CSG sur ces dividendes. 30% de 75, ça fait 22,5. Donc les 75 moins mes 22,5, il va me rester 52,5. Il y avait 100, l'IS est passé par là, la flat tax aussi, il me reste 52,5. En additionnant les 25 et les 22,5, ça fait 47,5. Donc mon 30% de flat tax, il vaut plutôt 47,5. Si j'avais un taux d'IS à 15%, je serais un peu plus de 40%. Ça serait pas 30, ça serait plutôt 40. Voilà où est tout le débat de l'imposition des dividendes. Vient également l'aspect philosophique à travers ce qu'on appelle le payout ratio. Pour terminer, dans cette vidéo, on va parler du payout ratio. C'est un ratio qui vous permet de calculer quel est le ratio de distribution de dividendes en faisant la division entre les dividendes et le bénéfice net. Le payout moyen, je l'ai calculé, plutôt j'ai été le chercher, dans la moyenne des sociétés du CAC 40, qui, comme vous le savez probablement, est un échantillon des 40 plus grosses sociétés françaises cotées en bourse. Et bien ce payout, il s'élevait à 54% par rapport aux bénéfices de 2024. Ça veut dire que sur une base de 100, il y en avait 54 pour les associés en dividendes et le différence 46 qui reste dans la société, soit sous forme de réserve, soit sous forme de report à nouveau. Je vous ai mis un peu le payout ratio exemple de plusieurs sociétés.
65% pour Sanofi, ce qui est plutôt élevé, les 2 tiers, 47% pour LVMH, un peu en dessous de 50%. Donc 50% semble être une moyenne. On dit généralement qu'à 50%, on a un taux plutôt élevé, à un tiers, on est à un payout plutôt bas. Voilà là-dessus. C'est vrai que les dividendes ont souvent été jugés insuffisamment taxés entre les mains des contribuables, voire même immoral vis-à-vis de la société, car ça assèche les capacités de développement futur de la société au profit de la rémunération des associés. Un amendement au projet de loi de finances pour 2026, et comme tous les ans, il y en a des amendements qui visent à augmenter la taxation des dividendes. L'année 2026, enfin pour l'an prochain, ne fait pas exception. Je tourne cette vidéo-là le 3 novembre 2025, ça a pu évoluer entre aujourd'hui où je la tourne et le jour où vous la regarderez, mais sachez-le, tous les ans, ça revient au programme. Il y a, comme chaque année, eu plusieurs amendements qui ont été rejetés, augmentant la flat tax à 33 à 36%, compte tenu du déficit public chronique que vit la France. Mais tout ça a été rejeté, comme les années passées. On est stable sur le 30% depuis 2018. Un autre amendement a été accepté par l'Assemblée nationale récemment, lors de la dernière semaine d'octobre 2025, et elle fait payer aux sociétés, pas à l'associé, à la société, une contribution exceptionnelle sur les dividendes qui seraient d'un montant exceptionnel. C'est quoi exceptionnel? C'est des dividendes qui dépasseraient 1,25 fois la moyenne de ceux versés entre 2017 et 2019, la dernière période avant le Covid-19. Et donc, quand on dépasse un montant de dividende qui excède la moyenne de ces trois-là, plus de 25% au-delà de ça, vous payez une contribution supplémentaire comprise entre 20 et 33% suivant le degré de dépassement de ce seuil. Voilà, je voulais vous faire un état complet des capitaux propres et de l'impact du bénéfice à ce sujet, ainsi que des dividendes. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Au revoir.